Et normalement, c'est parti. On est bon? Oui, on est bon. Très bien. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour notre premier rendez-vous Instant Parkinson de l'année 2022. Donc, je suis ravi de vous retrouver en sachant que pour la première fois, on va faire un petit pas de côté par rapport à l'usage où on avait l'habitude notamment d'échanger avec le professeur Vérin, qu'on retrouvera dans quelques semaines pour continuer sur la maladie de Parkinson, sur la physiopatho, les prises en charge à domicile à l'hôpital. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un petit pas de côté qu'on va faire avec grand plaisir, avec Laura qui nous fait voilà, le plaisir d'être à nos côtés. Donc Laura, je te laisserai après te présenter puisque tu as préparé tout cela. Donc on fait rentrer, voilà. Alors aujourd'hui, il va être question du coup de médecine holistique. Tu me diras hein, si je me trompe, hein. C'est comme ça Tout à qu'on fait, peut c'est dire. ça. Oui, Donc tout à fait. médecine holistique avec toi Laura, qui a eu un parcours infirmier que tu vas nous raconter. Alors pourquoi ce pas de côté aujourd'hui? C'est parce que dans notre mince, j'aimerais bien, voilà. Dans nos engagements et dans la prise en charge globale du patient Parkinson, on le sait depuis tout le temps, la thérapeutique en tant que telle, juste liée à un médicament ou à une perfusion, ne réglera pas le problème, en tout cas, et on est persuadé aujourd'hui, il a été démontré par des études que notamment l'importance de rajouter autour d'une prise en charge médicale et paramédicale un certain nombre de paramètres, de la rééducation, mais également du soutien social, du soutien affectif et bien sûr aujourd'hui de la détente, du bien-être. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est démontré par les études. Vous allez le voir, notamment par rapport à toutes ces maladies neurologiques, il a aujourd'hui été démontré que, par exemple, l'hypnose, la relaxation, la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi et encore bien d'autres médecines alternatives, comme on peut peut-être les appeler, ou de disciplines alternatives, ont un impact direct sur la prise en charge des patients Parkinson. Et c'est pour ça aujourd'hui que, et depuis 4 ans qu'on a lancé notre offre de prise en charge, c'est pour cela qu'on a décidé depuis le départ de complètement intégrer cette démarche dans notre prise en charge. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore ou le découvrent ou ont besoin de se faire rafraîchir la mémoire, je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans le cadre de notre prise en charge des patients sous pompe à apomorphine à domicile, en plus d'un super suivi infirmier par vous-même, on a décidé d'intégrer des soins de support qu'Asdia va prendre en charge financièrement. Donc des soins de support à la fois pour le patient, mais aussi pour son aidant. Et aujourd'hui, on a aujourd'hui pas mal de retours, beaucoup de retours. Je pense qu'on a un peu plus d'une vingtaine ou d'une trentaine de patients aujourd'hui qui régulièrement, tous les mois, vont soit voir un sophrologue, vont voir une psychologue, vont voir une hypnothérapeute, vont en salon de massage pour un moment de bien-être, ou ont la visite d'un coach sportif pour la rééducation physique, voire même un support diététique, un support par nos diététiciennes. Donc voilà, aujourd'hui, on le sait, le succès d'une qualité de vie améliorée pour un patient et pour son entourage passe aussi par le rajout de ces médecines alternatives et de ces thérapies. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le but aujourd'hui, l'objectif avec Laura, c'est que Laura, aujourd'hui, elle a une vision assez globale de tout ce qui peut exister et de ce qu'elle pratique. Et l'idée, c'est que Laura puisse nous transposer ça sur la prise en charge du patient Parkinson et puisse nous guider vers telle ou telle thérapie en fonction de la situation que vous allez rencontrer. Donc voilà. Donc, j'ai été bon parce que normalement, je suis très bavard, Laura, et là, je me suis retenu. Donc, Laura, je vais te laisser, du coup, tu peux partager. J'ai partagé la présentation. C'est Alors, ça, et on va voir si ça marche. Dex tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça va venir. Oui, on voit ton écran. C'est bon, ouais. Alors tac, hop.
c'est parti. Donc déjà, bonjour à tout le monde. Hein. Hop. C'est un petit peu lent. Hop. C'est bon, vous voyez Ouais, très bien. Vous m'entendez bien aussi? Tout va bien. Parfait. Ouais, c'est très bien. Alors, déjà, merci David de me laisser l'opportunité de transmettre cette partie maintenant de mon travail au vu de mon parcours, comme tu le disais tout à l'heure, infirmier, de vous parler de santé holistique aussi aujourd'hui pendant ces instants Parkinson. Alors, on va se parler de santé holistique pour vous faire le petit programme. Pardon. Donc, je vais commencer par me présenter. Je vais vous présenter aussi ce qu'est concrètement la santé holistique. Et après, on va voir de manière assez générale les méthodes que vous pourrez utiliser et que vous pouvez diriger vos patients en méthode naturelle, en médecine alternative. Et on aura un temps d'échange à la fin, de questionnement, s'il y en a. Donc, c'est parti. Alors, je voulais commencer déjà par une petite citation pour se remettre en tête. Donc, une citation d'Hippocrate de Cos. Hippocrate de Cos qui est le père fondateur de notre médecine moderne que l'on connaît tous en tant qu'infirmier et qui dit que quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l'aider. Donc, pour rappel, dans, en tout cas, la vision de la santé holistique, c'est vraiment sur ça que l'on va se baser. On amène vraiment la personne à être actrice de sa santé, avant tout. Et voilà, que la démarche vienne d'elle et nous l'accompagner vers cette préservation, ce retour à l'équilibre selon ce qu'elle vit. Donc voilà, petit rappel à ne pas oublier. Donc, pour me présenter, alors moi, je suis Laura Prunier, je suis coach en santé holistique, je suis basée sur Montpellier et j'exerce depuis 2020 en cabinet, mais aussi à distance. Et j'accompagne les personnes qui sont engagées dans un processus de guérison avec plein d'outils. J'ai vraiment beaucoup d'outils à mon arc et plusieurs cordes à mon arc. Et donc, j'utilise plusieurs techniques qui vont travailler sur plein de plans différents, donc de manière holistique. Tout d'abord avec la PNL, la programmation neurolinguistique, donc je suis thérapeute en PNL, avec une technique qui s'appelle l'EFT, une technique de libération émotionnelle, donc EFT pour Emotional Freedom Technique, et l'analyse transactionnelle, qui est une technique de coaching qui est basée sur le principe du triangle dramatique de Karpman, du triangle victime-bourreau-sauveur, que peut-être certains connaissent. Donc ça, c'est vraiment pour le plan mental et psychologie. Ensuite, j'utilise des conseils en naturopathie, puisque je suis actuellement dans un cursus d'études pour être praticien naturopathe qui dure 3 ans, où là, je vais aborder tout l'aspect hygiène de vie, en passant par l'alimentation santé, où je vais pouvoir donner des conseils en hygiène de vie, que ce soit pour l'activité physique, sur la gestion des émotions aussi, et utiliser des techniques aussi de phytologie, d'aromathérapie, de support en fait encore plus dans ces conseils en naturopathie. J'ai aussi des techniques en énergétique, donc je suis énergéticienne et praticienne en soins Reiki. Donc le soin Reiki qui commence un petit peu à se démocratiser en France, mais qui est beaucoup utilisé dans d'autres pays, notamment la Belgique, le Portugal, en Allemagne, dans les soins de support en milieu hospitalier, hein, dans les suivis, l'accompagnement en particulier des personnes en cancérologie. Je suis praticienne en hypnose régressive et spirituelle, donc là c'est une technique qui est un petit peu particulière puisque ce n'est pas l'hypnose ericksonienne, donc qui fait un petit peu, qui est cousine avec la PNL, qui fait partie des thérapies brèves aussi avec la PNL, mais qui est une technique, l'hypnose régressive et spirituelle, un petit peu plus décalée et qui va sur d'autres plans que je détaillerai pas là, mais parce que c'est complètement vaste, mais qui m'aide énormément à cibler l'origine en fait de la problématique de la personne. Et j'utilise aussi le massage en cabinet, donc le massage ayurvédique, donc traditionnel indien.
et le massage shiatsu, donc le massage shiatsu à main assis, que j'ai pas noté ici, mais que je pratique principalement en entreprise. Donc j'ai voulu depuis donc ma reconversion professionnelle aussi avoir cette partie-là dans mes pratiques de qualité de vie au travail, qui était très très importante pour moi au vu de mon parcours. Du coup, qui est assez atypique puisque j'ai été infirmière pendant 10 ans. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à votre place. J'ai été infirmière pendant 10 ans où j'ai eu un parcours très, très atypique, où j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit en privé, dans le libéral, dans le public aussi. Pardon. Pardon. Pas de souci. Et donc, j'ai travaillé. Donc, mes 3 dernières années d'exercice étaient en prestation de santé à domicile, donc où j'ai été infirmière conseil. Et j'ai été responsable de la prestation pendant 1 an et demi ou 2 ans pour une société concurrente à Asia, où on était aussi spécialisé à la fois dans la maladie de Parkinson et dans le diabète. Donc, j'ai été responsable de prestation sur la région de Montpellier, du coup, jusqu'à ce que je m'arrête et que mon corps m'arrête et que je fasse un burn-out pour la simple et bonne raison que je ne trouvais plus de sens en fait et je ne trouvais plus de sens dans mes missions, dans les missions que j'apportais soit à mon équipe ou soit de manière générale pour le patient et c'est vraiment ça que je suis allée rechercher dans ma reconversion professionnelle. C'est vraiment remettre au cœur de ma pratique et en tout cas de ce que je peux transmettre et de ce que je vais pouvoir vous transmettre aujourd'hui, l'essence même de notre métier qui est le bien-être du patient, sur lequel voilà, nos actions et nos apports d'information, de formation continue sont centrés. Et moi, aujourd'hui, j'accompagne des personnes dans des programmes de coaching. Donc, je crée des programmes de coaching pour diverses problématiques. Je peux avoir en cabinet des personnes qui vont plus vouloir travailler sur de l'estime de soi, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur des types de maladies chroniques aussi. Donc, j'ai vraiment autour de moi maintenant une vision globale, comme disait David tout à l'heure, de ce qu'on peut apporter à une personne pour la préserver sa santé ou pour la ramener à un équilibre de santé acceptable, optimal et confortable. Donc voilà pour ma présentation et ma mission aujourd'hui va être de vous transmettre quelques clés déjà pour commencer de la vision holistique, de cette vision globale en fait du patient adapté pour la maladie de Parkinson puisque je connais bien les patients parkinsoniens pour en avoir suivi moi-même. Mais cette fois-ci, donc du coup, de faire un pas de côté et de se positionner d'un point de vue du bien-être et des méthodes naturelles parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont peu connues et qui méritent vraiment de s'y attacher et des solutions que vous allez pouvoir donner à vos patients de manière très très simple sans, voilà, en premier lieu les diriger vers des soins supports, mais effectivement, il y a déjà des choses qu'on peut mettre en place et qui sont top. Et qui soit aussi bénéfique pour vous que pour vos patients. Parce que dans tout ce que je vais vous exposer, il y a des choses que vous allez pouvoir aussi piocher pour vous parce que vous êtes des professions, surtout, alors en ce moment ça a été mis en lumière, mais qui en avaient le plus besoin. Vous êtes de manière quotidienne face à des personnes qui sont en souffrance, sur tous les plans, que ça soit physique, social, émotionnel, psychologique. Donc, c'est aussi tout ça que vous vivez, vous, et que vous avez aussi à gérer. Et le message aujourd'hui, c'est que c'est aussi apprendre à prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Chose que j'aurais aimé que moi, on me communique peut-être un petit peu plus dans mon passif d'infirmière et qu'aujourd'hui, je tends à vous transmettre, à transmettre à toutes les personnes tous les professionnels dans tous les cas, en tout cas qui font de l'humain et qui sont amenés à faire de l'humain et de manière générale pour sa propre hygiène de vie et pour son propre bien-être. C'est une chose qui pour moi est essentielle et importante. Donc voilà, jusqu'ici. Oui, voilà, le but, c'est pas que vous deveniez toutes dans quelques jours coach holistique et que vous quittiez Asdia. Je précise juste, voilà. L'idée, Non, non. c'est pas ça.
Non, non, mais voilà. Des clés aussi pour se sentir mieux et dans sa pratique, dans son quotidien, puisque en tant qu'infirmier infirmier de prestation de santé, je connais très bien les problématiques liées au déplacement, à la voiture, au stress que peut générer parfois des visites hospitalières, du quotidien, en tout cas d'infirmiers de prestation, et qui n'est pas non plus des plus zen et c'est aussi venir piocher dans des outils comme ça que je vais pouvoir évoquer aujourd'hui pour vous apporter du confort à vous aussi et du bien-être. C'est ça le message et pas devenir coach. Non, non, mais je rigole, oui, oui, bien sûr, c'est important. J'ai oublié de préciser que, ben, tu l'as dit, Laura, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. On en entend même chacun dans notre vie quotidienne, on entend hein, on voit des cabinets qui s'installent à droite, à gauche. C'est un champ d'investigation qui est hyper large. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu de l'holistique. Et on n'est pas tous à l'aise, très simple. Donc l'idée, c'est vraiment, si vous avez, je parle à tous les participants, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, c'est bien sûr interactif. Donc n'hésitez pas à interrompre et à prendre. Alors vous pouvez appuyer sur la petite main pour prendre la parole et on fera des petites pauses pour répondre à vos questions. Et puis et puis aussi faire part de vos témoignages, hein, des situations que vous avez déjà pu rencontrer, que ce soit avec des patients Parkinson ou même avec d'autres types de patients. Hein. On parle bien du patient en général. Ça va être utile dans le cadre du Parkinson, mais aussi peut-être pour d'autres patients, bien entendu. Hein. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à poser des questions. Alors moi, je ne vous vois pas. De manière technique, je ne vous vois pas. Donc David, si jamais il y a des petites questions ou si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à me couper. Et à partager justement des choses qui sont peut-être restées en suspens dans vos accompagnements, dans vos visites et où on pourrait trouver des solutions ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la santé holistique? Alors je voulais déjà vous poser cette question. Je ne sais pas si déjà dans votre esprit ou dans vos connaissances, vous savez ce qu'est la santé holistique. Donc là, c'est une question générale. Hein, si vous voulez me partager ce que ça vous évoque, en tout cas. Ouais, elles sont timides, hein, toujours au départ. Après, ça va parler. Hein. Laura, vas-y, tu peux enchaîner. Ok, donc moi, il me semblait important déjà de redéfinir ce qu'est la santé, puisque en tant qu'infirmier, on traite de la pathologie et notre quotidien, c'est traiter de la pathologie. Mais finalement, revenir à ces bases-là, à savoir ce qu'est la santé et la définition de l'OMS est très claire, qui dit que c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité. Elle est associée à la notion de bien-être. Donc déjà, dans cette définition-là et dans ce que l'OMS considère de l'état de santé, il y a déjà cette vision de globalité. Et c'est tout à fait ça, en fait, que l'approche holistique, en tout cas de la vision holistique, apporte. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attacher aux symptômes du mal, on va venir chercher l'origine du déséquilibre, de la dysfonction chez la personne en prenant en compte plein de plans différents, en vraiment prenant en compte le plan physique, émotionnel, mental, socioculturel, environnemental et même spirituel de la personne. D'arriver à cibler quel a été le déséquilibre sur ces plans-là, quelle est la cause du déséquilibre qui l'a mené à sa pathologie. Donc l'approche holistique, c'est vraiment l'art de considérer la personne dans sa globalité. Et donc, comme je vous disais, dans l'approche holistique, la base de tout, c'est de trouver l'origine. Donc, dans les médecines, et en tout cas dans les médecines allopathiques, donc on va dire allopathiques que l'on connaît, puisque c'est nous en tant qu'infirmiers, cette médecine-là qu'on nous apprend, la médecine qui est basée sur la maladie, sur le traitement du symptôme ou l'élimination du symptôme, l'approche holistique, elle va aller
elle va rechercher la cause. Donc ce principe-là s'appelle le causalisme. On va rechercher l'origine du dysfonctionnement et du déséquilibre que la personne a vécu et vit, probablement encore, pour pouvoir l'amener à l'équilibre, ou en tout cas au retour à l'équilibre, et améliorer en profondeur, en fait. Donc c'est une vision de terrain. Je ne sais pas si je détaillerai la notion de terrain aujourd'hui, mais en gros, le terrain, c'est ce avec quoi à la fois on est né, donc il y a une partie d'inné, et il y a à la fois une partie d'acquis que l'on voilà, qui s'amène tout au fil de notre vie. Et le terrain, il constitue en fait nos capacités à nous défendre de manière générale sur tous ces plans-là, face aux événements de la vie, qu'ils soient physiques, mentaux, émotionnels, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Donc, en approche holistique, on va venir travailler en amont sur ce terrain-là, à venir améliorer voilà, les difficultés que la personne elle a en base pour pouvoir en fait éliminer ces symptômes, mais en profondeur. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair, si Oui, tout. bonjour. Alors moi, j'aurais une petite question, s'il te plaît, en cours de route. C'est Sylvie à Toulon. Oui. Je trouve ton approche très, très juste, très intéressante, et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez jusqu'à maintenant, même si on sait beaucoup de choses sur la vie de nos patients. Mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret par rapport à ce travail-là que tu fais avec les patients? Notamment sur le causalisme et je sais pas, peut-être voilà, peut-être tu peux nous, nous donner ton retour d'expérience avec un patient. Effectivement, en fait, par exemple, dans une vision holistique, là je vais prendre l'exemple du patient parkinsonien. Le patient parkinsonien, on va le traiter sur une approche allopathique, comme le disait tout à l'heure David, avec des traitements médicamenteux. Donc on va venir agir sur les manifestations en fait de sa pathologie. On va venir agir sur les symptômes, on va voir s'il y a des signes primaires de la maladie, on va agir aussi sur les signes secondaires, les troubles digestifs, tout ce qu'il va y avoir de moteur et de secondaire, alors qu'en approche holistique, en approche de terrain, on va venir faire toute une enquête complètement individualisée, à venir remonter et à travailler sur tous les plans physiques et émotionnels qui l'ont causé, qui ont déclenché en fait cette maladie. Et on sait que dans la maladie de Parkinson, par exemple, il y a des facteurs, en tout cas, il y a des facteurs de risque sur certaines populations de personnes qui ont été exposées aux métaux lourds, par exemple, ou à certaines formes de toxiques. On dit beaucoup que voilà, il y a une population aussi, par exemple, d'agriculteurs, de paysans qui ont été en contact avec des pesticides. Donc ça, dans une approche holistique, c'est une indication en fait d'origine. Et du coup, on va venir travailler sur ce fond d'origine. En fait, si on cible qu'il y a une origine de toxique, en fait, d'ingestion de toxiques à un moment donné qui a pu conduire à une maladie neurodégénérative, on va venir en amont traiter cette toxémie-là. Je parle de toxémie si la personne, à un moment donné, elle a été amenée à développer cette pathologie par rapport à un contact avec certains toxiques. Dans la maladie de Parkinson, il y a aussi beaucoup de causes qui sont liées à l'alimentation. Donc là, dans le causalisme, on va venir travailler sur le terrain par l'alimentation. Donc, on n'est plus sur de la symptomatique. Là, on va venir faire un travail de fond pour améliorer au niveau de l'alimentation ce qu'on va venir cibler, et là de manière technique, par exemple en alimentation santé ou pour un diététicien, par exemple, le patient parkinsonien, il y a énormément d'études qui sont sorties sur l'effet du sucre et cette cause-là qui peut provoquer des maladies neurodégénératives et pas que la maladie de Parkinson, bien d'autres maladies. Et on va venir travailler en fond sur de l'alimentation santé pour arriver à éliminer en fait tout le reste et à améliorer en fait tout ce que nous on traite de manière symptomatique, et on voit vraiment en travaillant sur ce fond-là une amélioration en fait de toutes les autres symptomatiques, donc qui peut permettre en tout cas de
la diminution, en tout cas, de prise de traitement médicamenteux, ou en tout cas, en partie, sur, par exemple, de l'effet secondaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, en partie. Alors moi, je me posais beaucoup de questions aussi sur la causalité, notamment, enfin, j'ai personnellement remarqué que dans leur parcours de vie, ils ont souvent subi des traumatismes psychologiques assez violents, notamment la perte des enfants, la maladie des conjoints, etc. Souvent, il y a beaucoup de drames dans ces familles-là. Et donc là, j'imagine que c'est pareil Exactement. dans cette approche. Dans cette approche-là, exactement, le psycho-émotionnel en fait énormément partie. Je vais vous en parler un petit peu dans tout ce que je vais vous exposer tout à l'heure. Effectivement, il y a une technique qui s'appelle le décodage biologique des maladies, où là, on est vraiment dans une approche de causalisme, c'est-à-dire qu'on va remonter jusqu'au ce qu'on appelle le biochoc de la personne, si elle a vécu un traumatisme, et ça peut être vraiment quelque chose de soit très traumatique, ou alors vraiment une blessure qui peut remonter à quelque chose qui va encore plus être de l'ordre du transgénérationnel aussi. Donc il y a vraiment, oui, cet aspect à la fois, je parle de toxémie, parce qu'il peut y avoir en tout cas, vis-à-vis de la maladie de Parkinson, il peut y avoir cet angle-là. Il peut y avoir aussi l'angle de l'alimentation, et il y a forcément l'angle du psycho-émotionnel chez le patient parkinsonien et dans beaucoup de pathologies qui expliquent et qui peuvent être la cause et l'origine principale voilà, du dysfonctionnement qui cause derrière un trouble à la fois petit au début, juste un trouble fonctionnel, et qui peut mener jusqu'à la pathologie. Donc, dans l'approche holistique, c'est vraiment ça. Hein. Le cheminement de la maladie part vraiment de ça. Il parle d'un trouble à la base, de quelque chose qui vient perturber le terrain, qui soit psycho-émotionnel, qui vienne de ce qu'on peut ingérer, s'apporter, de ce à quoi on peut être exposé dans notre environnement, et qui va conduire à ce déséquilibre. Et selon le terrain, la capacité dont la personne va se défendre dans sa vie avec tous ces facteurs-là, conduire plus ou moins à une pathologie, et de plus ou moins jeune, et ce qui peut expliquer aussi en termes de gravité, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas l'habitude de gérer ses émotions ou de les enfouir, les émotions enfouies, les traumatismes non exprimés, effectivement, peut aggraver certaines situations. On a une petite question d'Aurélie, et Oui. après on va pouvoir enchaîner. Merci. Oui, en fait, la question a été répondue entre-temps. Moi, c'était la question effectivement du décodage biologique, dont j'ai un peu entendu parler, que j'ai pu un peu expérimenter. Et effectivement, je pense que ça a tout son sens dans la maladie de Parkinson par rapport à certains patients, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est une technique qui est utilisée pour beaucoup de pathologies auto-immunes aussi. On arrive voilà, de manière biologique, sous l'angle de la médecine de la médecine, en tout cas moderne, à expliquer. Et donc là, par la technique du décodage biologique, on va vraiment venir tirer un fil pour que la personne, elle arrive à cette prise de conscience-là. Alors, c'est une technique de thérapie qui est particulière. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous spoile pas. Mais oui, on va pouvoir poursuivre, et puis je pense que tu en parles, je sais que tu en parles. Donc, ouais. Parfait, merci. Alors, donc, juste pour vous faire un petit bout d'histoire, sans trop s'y attarder, au niveau de la médecine holistique, donc ce sont en tout cas de la vision holistique qu'on appelle le holisme. Ce sont des médecines ancestrales qui datent depuis des millénaires, notamment en Égypte avec la médecine essénienne, ou alors avec la médecine traditionnelle chinoise, qui est un petit peu plus connue, l'Ayurveda, qui, elle, est la médecine traditionnelle indienne, et la médecine aussi zazen japonaise, qui ont toutes ces visions holistiques, donc qui prennent vraiment en compte tous ces plans de la personne pour pouvoir amener à un retour en santé, mais elles ont avant tout, et là je parle de la naturopathie aussi, parce que la naturopathie, c'est la médecine ancestrale occidentale, une vision de prévention de la santé. Donc là, on est plutôt sur l'angle de prévention de la santé. Donc c'est comment on reste en santé
et quels sont les moyens de manière holistique de préservation de cette santé-là, et notamment par la naturopathie qui est issue vraiment de l'époque de la Grèce antique et initiée par le père de la médecine moderne qui est Hippocrate de Cos, où il avait vraiment, lui, déjà, à cette époque-là, ciblé l'importance de l'alimentation, ciblé l'importance de l'activité physique, ciblé l'importance de la gestion de ses émotions, déjà à cette époque-là. Et au fil du temps, et à peu près il y a 150 ans, quand l'ère de l'industrialisation, en tout cas quand l'industrialisation a commencé à venir dans nos quotidiens, il y a eu voilà, un petit peu toute cette partie ancestrale et de prévention de la santé qui a été mise de côté. Cette approche, parce que aussi au niveau de l'approche moderne, il y a eu une explosion des découvertes scientifiques, des nouvelles technologies, et qui ne fait que croître, et qui a énormément et qui apporte toujours énormément à la médecine que l'on connaît et les médecines de pointe d'aujourd'hui, mais qui a complètement mis de côté en fait toute la vision globale de la personne pour se rapprocher, et en tout cas pour réduire entre guillemets l'être et la personne, et en tout cas la vision qu'on peut avoir de la personne uniquement sur un plan physique, mécanique et biologique. Aujourd'hui, on peut retrouver quand même l'angle un peu psychosomatique dans les approches. On sait l'impact que le mental peut avoir sur le physique, on le prend en compte, mais rares sont les prises en charge hospitalières où on prend de manière globale ces deux versants-là. Et petit à petit, dans l'histoire, ce causalisme, en tout cas ce principe-là de recherche d'origine, a été largement mis de côté, même si aujourd'hui, on y revient, et on y revient en force, puisque les médecines holistiques sont en pleine explosion. Il y a une réelle recherche de bien-être, et en tout cas avec une explosion en tout cas des maladies auto-immunes et des maladies dégénératives. Les patients et les gens de manière générale sont en recherche en fait de soins de support. Hein. C'est vraiment ça qui les intéresse, en plus de la médecine, puisque parfois ils n'arrivent pas à trouver de solution juste avec une prise en charge traditionnelle allopathique. Et donc, dans cette vision-là, et historiquement, si aussi ces médecines-là, elles ont été mises de côté, c'est parce qu'aussi, dans ces pratiques de médecine holistique, il y a eu énormément de dérives sectaires. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une vision un petit peu floue et dans un inconscient collectif assez, considérées un petit peu comme des médecines un petit peu noires parfois, ou je parle de charlatanisme parce qu'il y a énormément de charlatans aussi dans ces pratiques. Et aujourd'hui, en tout cas en France, il y a très peu de pratiques et de praticiens qui sont reconnus. Donc, je pense à l'homéopathie et à l'ostéopathie, qui sont deux professions qui sont quand même assez bien encadrées et qui commencent à être connues, reconnues et remboursées. En tout cas, pour l'homéopathie, en général, ce sont plutôt des médecins qui se forment à l'homéopathie, où là, ben voilà, on est dans une prise en charge de médecine, mais plus avec de l'alternatif. Mais il y a encore en France, en tout cas pour la naturopathie, pour les techniques énergétiques, un gros flou autour de toutes ces pratiques-là, où on peut trouver de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, le message, c'est vraiment que si demain vous avez des soins supports à conseiller, ou vous avez envie de conseiller des soins supports, à vraiment bien regarder et à vous renseigner. On en parlera à la fin de l'intervention sur voilà, le cursus un petit peu du praticien, sur les avis aussi que ces praticiens ont, et parce que vraiment, il n'y a rien aujourd'hui qui est cadré pour ces professions-là. Moi, par exemple, j'ai un code URSSAF, mais ma profession en tant que telle, elle n'est absolument pas cadrée. Mis à part pour le coaching, où il y a le coaching, que ça soit du coaching personnel ou du coaching professionnel, où là, il y a vraiment un cadre RNCP, donc encadré,
Là, oui, pour des professions comme les thérapeutes en thérapie brève aussi, mais c'est vraiment tout. Au niveau de l'énergétique, après, il faut vraiment faire attention, il y a vraiment un flou et il n'y a rien, aucune formation qui garantisse vraiment si le praticien il est dans une démarche totalement pro et qu'il n'y a pas de dérives ou de choses derrière qui peuvent être délétères, en tout cas pour les patients. Donc, vraiment être vigilant vis-à-vis de ça. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, ça va. Ouais. Moi, je te fais juste un petit point horaire. Il est 9h35 du coup. Je t'avais promis de faire le maître du temps. Ouais, super. Voilà. Très bien. On est dans les temps. Alors du coup, la maladie de Parkinson et les autres méthodes naturelles. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous proposer sous plusieurs angles. Donc j'ai choisi 4 angles. On ne va pas tout aborder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de choses que vous pouvez proposer à vos patients et aussi ce que le patient, lui, dans sa sensibilité, ce vers quoi il va vouloir se tourner aussi et qu'il connaît déjà dans son histoire. Donc là, j'ai voulu aborder les choses donc déjà de manière... je ne pouvais pas ne pas vous parler d'alimentation, de régulateur de terrain, comme je vous en parlais tout à l'heure. On va se parler aussi de soins physiques, d'énergétique et de psychologie, de spiritualité, de manière assez générale. Donc, dans l'alimentation, je vais aborder la naturopathie. J'ai choisi la diététique chinoise, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. La phytologie, l'aromathérapie, la complémentation alimentaire qui peuvent apporter un nombre incalculable de solutions aux patients. Au niveau des soins physiques aussi, donc on va se parler d'ostéopathie, d'éthiopathie. Donc, je n'ai pas développé l'éthiopathie parce que l'ostéopathie et l'éthiopathie sont des techniques qui sont cousines, qui sont vraiment cousines et qui en technique se ressemblent, sauf qu'en éthiopathie, il y a vraiment cette recherche de causalisme encore plus qu'en ostéopathie. Bon, on va venir traiter sur du soin ostéomusculaire, en fait, sur les plans ostéomusculaires de la personne. Je vais vous parler de yoga. Tout à l'heure, David a parlé de Qigong, de Qigong, de Tai Chi, donc des techniques de soins physiques qu'on peut proposer aux patients. Le breathwork, alors que j'ai mis dans le soin physique, mais qu'on peut aussi mettre sur les plans énergétiques et psychologie, au niveau de la psychologie. Donc, quand je parle de breathwork, c'est de techniques de respiration consciente. On va retrouver aussi de la cohérence cardiaque dans les techniques de breathwork. L'hydrologie, donc là, qui est en lien avec la naturopathie, on va pouvoir apporter des solutions donc, à les diriger. Donc, je pense que ce que vous faites déjà sur des cures thermales, des techniques avec l'eau, de manière générale, qui peuvent apporter énormément de bien-être à la personne. Les massages bien-être, que l'on connaît de manière... qu'on connaît à peu près tous. Et la micro-immunothérapie dans laquelle je ne vais pas trop développer parce que c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant pour la maladie de Parkinson, ou en tout cas, beaucoup de patients qui ont la maladie de Parkinson utilisent. Donc, la micro-immunothérapie, juste en 2 mots, c'est une technique qui va venir de manière très, très fine stimuler des récepteurs immunitaires qui sont soit délétères ou qui sont en difficulté pour ramener à restimuler le système immunitaire en difficulté, mais en particulier pour la typologie de maladie. Donc ça, c'est très, très vaste et je ne le détaille pas ici parce que c'est vraiment, ça pourrait faire partie à la limite de vraiment toute une présentation. Mais la micro-immunothérapie pour la maladie de Parkinson est très, très intéressante, donc ça serait à creuser. Après, les techniques énergétiques telles que l'acupuncture, l'acupressure, donc qui sont issues de la médecine traditionnelle chinoise. Les soins énergétiques de manière générale, donc je vous parlerai de ce que moi je connais par rapport au Reiki. L'Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération émotionnelle aussi, c'est une technique de tapping, d'une forme d'acupressure, mais par tapotement. Les massages bien-être, je les ai remis dans l'encart énergétique, puisqu'il peut y avoir à la fois des massages purement mécaniques et à la fois des massages où il peut y avoir une dimension énergétique, notamment par exemple dans ce que moi je pratique en massage ayurvédique, il y a vraiment une dimension énergétique. Et la kinésiologie, qui est une technique qui commence
vraiment à faire de plus en plus parler d'elle, qui est une technique aussi de libération émotionnelle par une réponse physique. Donc, il vient amener des libérations énergétiques par des réponses aux mouvements physiques. Au niveau de la psychologie, donc on va retrouver tout ce qui est thérapie brève, donc hypnose, PNL, technique de coaching, les thérapies cognitivo-comportementales aussi, donc le coaching en développement personnel. Bien évidemment, on va retrouver toutes les techniques de méditation de manière générale et de méditation de pleine conscience. La sophrologie, qui va apporter énormément de choses par rapport au souffle et à la gestion du stress. Et donc, je vous disais tout à l'heure, les décodages biologiques des maladies. Donc, on va commencer par aborder l'angle de l'alimentation, de la régulation de terrain, et je vais commencer par vous parler de la naturopathie. Alors pour moi, la naturopathie, c'est vraiment, on va dire, le naturopathe, c'est vraiment le généraliste de toutes ces pratiques holistiques. Il va avoir un angle à 360 degrés de tout ce qu'il peut proposer en termes d'amélioration de l'hygiène de vie sur tous les plans à la personne. Et il va pouvoir, le naturopathe, apporter des plans d'amélioration de l'alimentation, parce qu'il a un angle qui est complètement différent de la diététique, ou de ce qu'on peut connaître en tant que diététique normale, d'un travail de diététicien. Il va avoir une alimentation santé qui va, là, en particulier pour un patient qui est parkinsonien, pouvoir travailler l'angle de la dénutrition, puisqu'il y a énormément de patients parkinsoniens qui sont dénutris ou dévitalisés. Donc, travailler sur la relance de l'énergie vitale et aussi travailler de manière très, très fine sur une alimentation qui va être riche et qui va être précurseur de la L-Dopa, donc ce que nous, on veut pour nos patients parkinsoniens, et améliorer les carences récurrentes chez les parkinsoniens. Je pense notamment à la vitamine D. Il y a énormément de patients parkinsoniens qui sont carencés en vitamine D. Donc voilà, le naturopathe, il va pouvoir travailler sur ce plan-là. Il va pouvoir aussi diriger la personne dans des techniques d'apaisement du mental, dans des techniques de remise en mouvement. Donc lui, il va être généraliste et chaque naturopathe va avoir sa couleur. C'est-à-dire que, sa couleur, ou en tout cas sa spécialité, il va y avoir des naturopathes qui vont être spécialisés en micronutrition, il y a des naturopathes qui vont faire du massage, il y a des naturopathes qui vont être psychologues ou thérapeutes à côté. Vous allez vraiment trouver toutes sortes de naturopathes. Et là, voilà, si vous avez un naturopathe à conseiller, vraiment voir ce qui peut être le plus adapté pour votre patient à ce moment-là. Il y a même des naturopathes qui sont spécialisés dans la médecine chinoise. Donc là, ça me permet de faire le pont avec la diététique chinoise que je vous présente juste à côté. Pourquoi j'ai choisi cette technique-là? Parce que la diététique chinoise, elle va vraiment avoir, comme en naturopathie, un apport au niveau de l'alimentation et qui va être vraiment basé sur la recherche d'équilibre. En médecine chinoise, il y a cette notion de yin et de yang, de notion d'équilibre, que je ne détaillerai pas forcément, mais qui va être très intéressant dans la recherche d'équilibre de la personne. Ils vont énormément se baser aussi sur la saisonnalité. Donc, ils travaillent vraiment à accompagner la personne en fonction des saisons, chose qu'on fait aussi en naturopathie. Mais en médecine chinoise, ils ont vraiment des grilles de lecture spécialisées et personnalisées selon l'analyse en fait, que le praticien en médecine chinoise, en diététique chinoise, aura ciblée. Donc là, ça peut être vraiment intéressant si la personne elle est sensible à tout ça, de pouvoir le diriger vers ce type de praticien. Ensuite, il y a l'homéopathie qu'on connaît tous et qui est quand même bien démocratisée depuis des années, qui est certes malheureusement de moins en moins remboursée, alors qu'on a vraiment des solutions à apporter en homéopathie par rapport à, dans la démarche d'amélioration, en tout cas physique, des raideurs et psychologiques au niveau des angoisses et des douleurs aussi de manière générale. On agit vraiment donc là de manière profonde sur le terrain en homéopathie. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans les apports en phytologie, en aromatologie, donc la phytologie, c'est l'art
d'utiliser les plantes, et en tout cas des éléments de la nature, pour apporter du confort et du bien-être à la personne. Donc là, en phytologie, en aromatologie, on peut travailler à la fois sous l'angle du causalisme, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois sur cette approche de terrain, mais aussi sur de l'approche complètement symptomatologique, et qui peut être très très bien aussi, qui peut apporter du confort de manière directe à la personne. Et là, on a vraiment toute une palette de choses que nous offre la nature, et en tout cas l'utilisation des plantes, que ça soit de manière sous forme d'infusion, de décoction, sous forme aussi d'extrait de phyto standard, sous forme de teinture mère, où on a des résultats qui peuvent être très très intéressants sur des problématiques, je pense par exemple à la constipation, aux problèmes de nausées, pour les mises en place de pompes, en tout cas, qui peuvent être très très intéressants. Pour la prévention des nodules aussi, je sais que dans mon ancienne vie, donc c'est quelque chose qu'on avait mis en place avec une neurologue libérale qui marchait très très bien, des mélanges d'huile essentielle et d'huile végétale à mettre en prévention. Mais tout ça, bien sûr, c'est sous couvert que la personne soit ouverte à ça et veuille s'inscrire dans ces démarches-là. Mais que ça soit en phytologie, en aromatologie, vous imaginez même pas tout ce qui est possible de faire et d'apporter à la personne. Il y a vraiment des plantes, je pense au mucuna par exemple, qui sont vraiment précurseurs de la L-Dopa. Et ça serait vraiment intéressant d'inclure ça, en tout cas d'être conseillé par des personnes qui peuvent vraiment amener voilà, une amélioration sur du long terme sur ces plans-là. Donc là, Laura, tu disais par exemple, c'est parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de pouvoir conseiller. Donc là, tu disais, le nom de la plante, tu disais, c'est du… Le mucuna. Le mucuna, c'est une plante qui a vraiment pour fonction d'être précurseur de la dopamine. Et que ça soit, donc, bien évidemment pour la maladie de Parkinson, ce qui nous intéresse, mais de manière générale, pour nous, la dopamine c'est notre starter. C'est ce qui nous permet le matin c'est notre booster naturel. Et bien évidemment, pour les personnes qui voilà, qui ont du mal à démarrer le matin de manière générale, et là je parle pour vous, hein, qui ont du mal à démarrer de manière générale le matin, ça fait partie en fait des difficultés que l'on peut rencontrer. Faire une cure de mucuna, qu'on peut trouver sous différentes formes, hein. On peut le trouver sous forme de cachet, sous forme d'extrait phyto, donc en gouttes. Donc là, je vous conseille vraiment de vous diriger vers un professionnel pour savoir exactement ce qui correspond et ce qui pourrait correspondre. Et c'est un booster naturel. C'est vraiment un booster naturel. Donc ça, c'est des plantes, effectivement, si on ne connaît pas, qui sont très peu connues, mais qui ont vraiment un intérêt et qui fonctionnent, hein. Il y en a une comme ça, mais il y en a vraiment plein d'autres qui peuvent agir vraiment sur l'angoisse, sur la gestion des émotions, sur des problématiques de raideur, de douleur, les problématiques liées au sommeil aussi. En fait, c'est infini, puisque si on considère que dans la nature nous offre vraiment tout ce dont on a besoin pour retrouver un état de santé, pour s'apporter du confort. Donc là, vraiment… Là, tu conseilles du coup d'aller voir vraiment un spécialiste de l'aromathérapie, plus que de se faire une… Parce qu'il y a, on va se le dire, on s'automédique aussi tous un peu, hein, que ce soit sur des médicaments comment dire, chimiques ou complètement naturels. Est-ce qu'on a vraiment besoin forcément pour avoir un traitement de fond? Je pense à la gestion, ce que tu disais avec la gestion de l'humeur, du réveil, de l'énergie. Est-ce qu'on a absolument besoin d'aller voir un spécialiste? Voilà, donc ce qui nécessite de prendre un rendez-vous, se déplacer, je pense à nos patients. Ou est-ce qu'il y a des choses que nos infirmières peuvent d'ores et déjà conseiller, qui feront jamais de mal et qui, voilà, je pense à la fois pour l'énergie, mais aussi, tu parlais des nodules. Nous, je sais qu'on avait on a une petite mixture à base de calophylle, je crois. Exactement. Et voilà, est-ce que tu confirmes? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses… Exactement. Après, ça pourrait être intéressant en fait de se créer peut-être
un fascicule ou une fiche sur laquelle, en fait, on pourrait venir répertorier des choses qui peuvent être phares et sans danger, puisqu'en aromatologie, en tout cas, les huiles essentielles, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas trop. En phytologie, j'ai envie de dire, aussi, parce qu'il y a vraiment des plantes auxquelles il va falloir faire attention, parce qu'elles peuvent être, je pense à la valériane par exemple, qui est la grande plante du sommeil, pour les troubles du sommeil. Cette plante-là, par exemple, elle peut amener à une accoutumance, donc il va vraiment falloir respecter un protocole particulier pour pouvoir la conseiller. Et là, je pense à la valériane, parce que la valériane, c'est quelque chose qui est très connu pour les troubles du sommeil, qu'on peut très facilement trouver en pharmacie, mais qui sont sous des formes gélules et réduites. La plante est réduite en poudre. Et moi, là, ce dont je vous parle, c'est de la phytologie en termes d'extrait phytostandard ou de teinture mère ou d'infusion, qui ne va pas du tout avoir le même effet que de ce que vous pouvez trouver en fait en magasin réduit en gélules, et qui va avoir vraiment un taux d'efficacité qui va être bien moindre en fait que ce qu'un professionnel il va pouvoir qui va pouvoir proposer en tout cas à un patient, et qui là va être beaucoup plus efficace. Donc à la fois il y a des choses très très simples à conseiller, je pense à la passiflore, je pense à la mélisse aussi. La mélisse qui est une plante qui va avoir une double fonction, qui va à la fois travailler sur le système nerveux et à la fois sur le système digestif. Donc, il va vraiment pouvoir apporter du confort au niveau du système nerveux et venir apaiser, apporter de la relaxation, et qui à la fois va venir agir sur de la symptomatologie digestive, type ballonnement, problèmes digestifs, retard de digestion. Donc, il y a des plantes comme ça. Je pense que ça pourrait être intéressant, David, après de On en peut-être... reparlera, ouais. On en reparlera pour faire juste une petite fiche résumée qui puisse guider les équipes. Et que vous Ok. ayez déjà ce support-là. Voilà, j'ai telle chose à proposer par rapport à ce que j'ai ciblé, moi, comme problématique. Quitte à aller voir après un professionnel pour en parler, mais voilà, pour guider un petit peu nos patients et leurs aidants. On est d'accord. Avec une posologie standard, en fait. Ok, good, merci. Est-ce que par rapport à cette partie-là, il y a d'autres questions ou d'autres choses à préciser? Non, c'est très clair. Donc, on va passer sur le plan physique. Donc, vous parlez des techniques d'ostéopathie, d'art-thérapie, de yoga, donc yoga, qigong, toutes ces techniques-là de mise en mouvement, et du massage. Donc, en ostéopathie, qui commence à être de plus en plus démocratisée. C'est une technique qui est maintenant remboursée par beaucoup de mutuelles, donc qui peut vraiment être accessible en fait à nos patients. Donc, dans l'ostéopathie, on va travailler sur le plan ostéomusculaire et aussi énergétique. En fait, c'est toujours pareil, comme le naturopathe, l'ostéopathe, il va avoir vraiment sa couleur à lui, hein. Ils ont une base de formation et après, ils vont développer selon ce dont ils ont envie. Donc, ça peut être en médecine traditionnelle chinoise, ça peut être en Ayurveda, ça peut être vraiment sur de l'énergétique aussi. Leur spécialité. Il peut y avoir des techniques qui sont plus douces, parce que je pense aux patients parkinsoniens où voilà, on ne va pas manipuler un patient parkinsonien comme une personne saine, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des vraiment alors des techniques, je ne sais pas comment ça s'appelle, du cracking ou du clapping, où vraiment l'ostéopathe il va remettre en place la personne de manière un petit peu forte. Et là, pour du patient parkinsonien, ça ne sera pas forcément adapté, même si le praticien adapte lui aussi par rapport à la pathologie. On va trouver des techniques d'ostéopathie qui sont beaucoup plus douces. Je pense à la méthode Poyer, par exemple. Et on va pouvoir aussi apporter du bien-être en ostéopathie sur le plan crânien et viscéral qui est très très intéressante vraiment, même pour vous, hein, c'est pas forcément connu, mais faire un travail en viscéral pour des problèmes digestifs et aussi des problèmes de gestion des émotions, puisque si on considère que notre ventre est notre deuxième cerveau, le travail en ostéopathie viscérale, il va pouvoir aussi avoir cette double fonction de libération des maux digestifs, mais aussi d'apporter un bien-être mental important.
Et voilà, donc il permet vraiment aussi une amélioration globale de la personne. L'art-thérapie, donc l'art-thérapie, je vous fais un petit focus danse parce que je sais que, en tout cas, sur la région de Montpellier, en tout cas, il y a une neurologue clinicienne qui s'appelle le docteur Cochin de Coq, qui est en partenariat, je crois savoir, avec des Canadiens qui sont, je ne sais pas si l'étude est terminée ou si elle Non, elle est en cours. Elle est encore en cours, qui parle donc de l'intérêt de la danse et de la rééducation à la marche par la danse, notamment du tango sur le tango, et qui a des effets vraiment très très significatifs pour l'amélioration de l'équilibre et de la mobilité, de la coordination des mouvements pour les patients parkinsoniens. Donc, dans l'art-thérapie, la danse est très, très intéressante pour les patients parkinsoniens, pour les gens qui, voilà, et en plus de ça, elle a ça a une visée vraiment de libération d'énergie, hein, si on se place sur l'angle holistique, permet vraiment de la libération d'énergie, de pouvoir reconnecter la personne aussi à la notion de plaisir, qu'ils ont peut-être oublié, à l'estime de soi aussi, à la confiance en soi, hein, par la danse, par le dessin aussi, par les pratiques de dessin qui vont vraiment avoir des bienfaits sur le plan cognitif et aussi sur le plan, voilà, de la créativité, et qui ont bien évidemment d'un intérêt certain au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'image de soi et de l'expression en fait de ses émotions. L'art-thérapie, très très intéressant pour la maladie de Parkinson. Au niveau du yoga, des techniques de mise en mouvement aussi, on va avoir, voilà, de manière générale, une amélioration de la mobilité, de l'équilibre, du soulagement des douleurs et des raideurs. Et là, pour le patient parkinsonien, je préconise plutôt des techniques douces, comme il y a énormément de techniques de yoga, hein. Alors le Qigong, du coup, et le Tai Chi, dont tu parlais tout à l'heure, David, elles vont être beaucoup plus douces et peut-être plus accessibles pour le coup aussi aux patients parkinsoniens, parce que ça va être des mouvements beaucoup plus lents. Et dans le yoga aussi, donc le yin yoga et le hatha yoga sont des méthodes qui sont plus douces, parce qu'après il y a des méthodes qui sont beaucoup plus dynamiques et qui seront beaucoup moins accessibles. Mais le message, c'est que même des patients parkinsoniens qui ne vont pas avoir une énorme mobilité, ils peuvent pratiquer du yoga. Dans la vision tibétaine, par exemple, du yoga, il va y avoir, au Tibet, par exemple, les personnes âgées et les personnes handicapées, elles pratiquent le yoga par visualisation. Toutes les postures par visualisation. Et elles en retirent aussi tous les bénéfices que peut apporter cette pratique-là. Donc voilà pour le yoga. Et le massage que l'on connaît tous, qui apporte un réel bien-être sur tous les plans. Et là, je voulais vous faire un petit focus réflexologie plantaire dans une technique de massage en particulier, la réflexologie plantaire que pratiquent beaucoup aussi les naturopathes, qui va vraiment avoir un intérêt sur tous les troubles systémiques, donc sur tous les grands systèmes, puisque dans notre pied, nous avons tous les récepteurs qui sont liés au grand système organique de notre corps. Et là, le réflexologue plantaire, il va vraiment pouvoir travailler sur le pied, à la libération de toxines et à la relance d'énergie selon les systèmes qui sont en difficulté. Soit le système urinaire, ça peut être le système urinaire, ça peut être le système digestif, le système nerveux, le système musculaire. On va vraiment pouvoir travailler sur ces plans-là. Je crois qu'on a 1 ou 2 patients qui suivent des séances là actuellement pour la réflexologie plantaire. J'ai à la fois juste un complément d'info, juste sur l'art-thérapie et le yoga. Je voulais juste vous rappeler que l'association France Parkinson, avec les comités départementaux, ils ont aujourd'hui maintenant un réseau, aujourd'hui sur tous les départements, enfin ou quasiment tous. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés par l'association France Parkinson pour la danse-thérapie, pour le tango, pour de l'art-thérapie de manière générale, et pour tout ce qui est yoga, voilà, gestion un peu du physique, de l'activité physique douce, hein. Il y a des séances qui sont offertes par l'association, qui sont à disposition de vos patients. Donc, il faut les mettre en relation absolument avec France Parkinson, avec le comité départemental. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez fréquent sur chaque département.
pour ce qui est de la danse-thérapie, alors nos petits cousins d'Elivie ont lancé, accompagnent le projet Parkidance. Et là aussi, je vous invite à aller sur YouTube pour ça, c'est piloté par la Pitié-Salpêtrière. J'y serai la semaine prochaine avec Nadia et on va les rencontrer aussi pour cela. Et vous pouvez voir des exemples de séances de danse-thérapie. C'est génial, hein. La notion de rythme, le rythme, voilà, ça accompagne nos patients et on les voit, enfin, c'est bluffant, c'est bluffant. Et moi, j'ai une petite question par rapport au massage, parce que quand nous, on aborde ce sujet-là avec les neurologues, qui nous confient leurs patients, ils sont un peu, comment dire, ils nous regardent un petit peu avec des grands yeux en disant, mais ouais, mais attention au massage, attention à ne pas aller perturber un peu voilà, les relations, enfin, je sais pas ce qu'ils ils ont peur. Il y a une croyance, mais c'est pareil pour les patients les patients de cancérologie aussi, il y a une croyance qui dit que, en fait, on va venir bouger les cellules en fait dysfonctionnent. Enfin voilà, on va venir faire circuler des choses qui ne devraient pas circuler. Alors que, bon, en vérité, voilà, dans les soins supports, en tout cas, là, je pense à la cancérologie, je ne sais pas pour la maladie de Parkinson, j'ai jamais vraiment massé de parkinsonien, mais on ne va pas être quand même sur quelque chose qui va pouvoir être très, très dangereux. Oui, on n'est pas sur du drainage lymphatique, voilà, voilà, on va très loin. On va être sur de la relaxation musculaire et enfin vraiment du massage relaxant, hein. Je pense, si vous avez des massages à conseiller, le massage californien, par exemple, c'est le massage phare et le plus classique que l'on peut C'est mon trouver. préféré. Voilà. C'est vraiment le massage relaxant de base. En fait, il y en a plein, hein, des différents, des Californiens, mais on ne prendra pas de risque à conseiller ça à un patient. Donc, non, on n'est pas comme dans l'ostéopathie où là, oui, vraiment, je pourrais voilà, je préfère modérer ces approches-là selon le praticien, parce que c'est toujours pareil, ça dépend vraiment du praticien, où là, on va vraiment rentrer en profondeur en ostéopathie et ça peut ne pas convenir. Et là, effectivement, ça peut être délétère pour la personne si le praticien ne s'y prend pas bien. Mais sur un massage, ce n'est que mon avis. Bien évidemment, on ne va pas prendre trop de risques, hein. Je pensais à part faire du bien, comme je l'ai noté là, sur notre peau. Justement, on a les mêmes feuillets et les mêmes récepteurs sensoriels que l'on a tapissés sur notre cerveau. Donc, c'est pour ça que le massage apporte autant de bien-être aussi. Donc, pour un patient parkinsonien, mais juste le fait de se faire toucher, je pense que c'est un réel intérêt et on ne va pas faire du papier roulé ou non, c'est juste de la relaxation. On est d'accord, très bien. Maître du temps, il nous reste une demi-heure. Ok, ça marche. Alors j'enchaîne, je continue sur tout ce qui est énergétique. Alors, l'énergétique, il y a plusieurs choses. Il y a l'acupuncture qu'on connaît aussi un petit peu plus et qui est donc issue de la médecine traditionnelle chinoise et qui, elle, pour la maladie de Parkinson et qui est beaucoup utilisée par des patients parkinsoniens, va être très, très efficace sur de la symptomatologie de tremblements de repos, sur les akinésies, les hypertonies, ou alors sur les périodes off de la personne. Et ils peuvent à la fois agir sur la symptomatologie primaire et sur les signes cliniques secondaires aussi. Donc, de la même manière que les autres techniques que j'ai développées avant, hein, sur tout ce qui est ballonnement, les troubles digestifs, les vertiges. On peut aller voilà, sur les troubles urinaires. On peut peut-être aussi aller sur des troubles de la déglutition. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à tester en acupuncture et qui sont très intéressantes, qui vont venir par apposition, donc acupuncture ou acupressure. Il y a ces deux techniques-là. L'acupuncture, on va venir piquer, donc à des endroits précis, la personne sur des méridiens, en tout cas du corps, et qui vont venir libérer en fait des blocages qui ont pu se mettre ou se nouer sur ces fameux méridiens, donc en médecine chinoise. Et acupression, on va plus appuyer. Voilà, ça va être plus des circuits où on va appuyer et qui vont amener à cette libération, en fait, selon ce qu'on recherche, hein. Ensuite, le soin énergétique. Donc, le soin énergétique
moi, je peux vous parler en principal du soin énergétique Reiki, que je connais, qui est une technique japonaise d'apposition des mains sur les personnes. Il n'y a pas de forme de don. Le magnétisme, c'est une chose différente. On peut aussi diriger des personnes sur des soins de magnétisme. Mais là, moi, je parle vraiment du soin énergétique où le praticien, il va jusqu'à canaliser une énergie qu'il va transmettre à la personne. Ça peut très très bien s'expliquer de manière scientifique et en termes de physique quantique. C'est un sujet qui est très très vaste. C'est des techniques qui sont utilisées pour les soins supports et qui sont vraiment intégrées à des prises en charge hospitalières. Je pense en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Portugal. Ils utilisent, voilà, il y a des praticiens énergétiques qui viennent dans les services et qui viennent vraiment à apporter une libération au niveau de la douleur. Moi, je le vois en cabinet, c'est incroyable ce que ça peut apporter en termes de bien-être à la personne sur plein de plans différents, hein. Sur les plans physiques, sur le plan mental, sur le plan spirituel aussi, parce que ça ouvre vraiment la personne à retrouver un élan de vie, à quelque chose qui va l'attirer à avoir cet élan de vie, à retrouver du sens aussi. Ça permet vraiment d'apaiser le mental à ce niveau-là. Donc, les soins énergétiques, moi, je les conseille plus, à tester plus, tout en étant en vigilance des praticiens auxquels vous avez affaire. Bon, en tout cas, les techniques Reiki, elles peuvent être très, très efficaces pour vos patients et elles peuvent à la fois se pratiquer en présentiel, mais aussi à distance. Et là, bon, voilà, je ne rentrerai pas dans les détails de comment ça peut se pratiquer à distance, mais en tout cas, si on considère que nous sommes faits de chimie et que nous sommes faits aussi d'électricité, il y a voilà, un effet d'émetteur-récepteur dans le champ énergétique, même à distance, qui s'opère et qui peut s'opérer et qui peut, voilà, à distance aussi venir soulager. La kinésiologie, c'est une technique qui est en plein essor et qui tend vraiment à se faire connaître et qui pourra vraiment apporter de la libération émotionnelle, qui pourra apporter en termes de gestion du stress, d'amélioration des troubles cognitifs pour nos patients parkinsoniens, d'amélioration qui va vraiment favoriser l'amélioration de la communication avec soi-même et l'environnement. Donc la kinésiologie, c'est vraiment dans une approche causaliste pour le coup. Le kinésiologue, il va vraiment faire toute une enquête en amont avant de venir vraiment apporter de la libération sur tous ces plans-là. Une recherche par réponse physique, par réponse musculaire en fait. Il y a une technique de réponse musculaire où il va venir vraiment revenir à la cause du déséquilibre de la personne par justement cette technique de la réponse musculaire. Et après, il va pouvoir dérouler tout son protocole, toujours avec des techniques par le mouvement de libération émotionnelle. C'est très, très intéressant la kinésiologie. Il y a de très, très bons résultats avec ces techniques-là. Et après, donc en technique énergétique, je vous parle de l'Emotional Freedom Technique, qui est ma technique chouchou, que je pratique moi en cabinet et qui est très, très efficace. Que ça soit justement pour venir traiter le trauma. Donc, on arrive avec de la technique de thérapie dont je vous parlerai tout à l'heure, à revenir à l'origine du trauma et à le traiter avec de l'Emotional Freedom Technique, donc qui est un petit peu comme de l'acupuncture, donc qui utilise 13 points méridiens principaux et qui va venir vraiment libérer les émotions par le tapping et par la verbalisation aussi de certaines phrases. Donc moi, j'accompagne les gens à verbaliser certaines phrases et à conscientiser et à venir faire passer dans l'inconscient du recadrage par rapport à la situation, par rapport à ce que la personne elle vit. Et il y a vraiment des protocoles qui peuvent être adaptés à la douleur physique, qui peuvent vraiment être libératrices de douleur physique, puisque en EFT, on va travailler à la fois sur de l'émotion et à la fois sur du symptôme physique. Donc, qui peuvent être plus ou moins liés, hein. En général, l'émotion amène aussi à un déséquilibre et à des sensations physiques. Donc, l'EFT, et qui est cousine de l'EMDR, que peut-être certaines personnes peuvent connaître. L'EMDR qui va être une thérapie brève aussi, puisque l'EFT, c'est une thérapie brève. Et l'EMDR qui va être une thérapie par mouvement oculaire.
Donc, on va venir vraiment recadrer dans l'inconscient certains traumatismes, certaines émotions enfouies, et c'est très, très efficace et ça amène vraiment beaucoup, beaucoup de bien-être aux personnes. Je le conseille particulièrement. C'est quoi le tapping, Laura? Alors, le tapping, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on te voit. Si tu peux nous montrer, voilà, si c'est ta technique chouchou, dis-nous un petit peu là. Chouchou, il y a des points là déjà, je peux vous donner au moins 3 points qui peuvent être intéressants à la fois pour vous et pour vos patients. Donc ici, c'est le point karaté. Le point karaté, donc sur toute cette tranche-là de la main, on va avoir des récepteurs, donc on va avoir le point du méridien qui nous intéresse. Donc juste le fait de tapoter, ça envoie un message à notre inconscient, notre système nerveux, qui va passer en système parasympathique. Donc, système parasympathique, c'est c'est une partie de notre système nerveux autonome qui est liée à la relaxation, qui est liée au lâcher-prise. C'est cette partie-là qu'on va contacter quand on va être en situation de bien-être, en situation de relâchement. Donc, juste le fait de se tapoter ce point-là, ici, point karaté. Ici aussi, au niveau sous-claviculaire, donc là, la pointe des clavicules, je ne sais pas si vous voyez, ici, en mettant tout le plat de la main, ça, c'est un point d'urgence que vous pouvez expliquer à vos patients. Ils peuvent venir se taper là. Et le fait de se taper, de manière générale, ça nous renvoie une mémoire qu'on a tous plus ou moins eu dans notre enfance, quand on était bébé, enfant, et quand notre maman, notre papa nous prenait dans nos bras, en fait, c'est des mouvements de tapement comme ça qui sont liés aussi dans notre inconscient et qui nous amènent à nous relaxer de manière assez rapide. Donc, il y a celui-ci sous-claviculaire et il y a ce point juste ici qui est entre le pouce et l'index, qui s'appelle le point GI4. Donc, on peut venir masser ce point-là quand on a du mal par exemple, à lâcher prise. À lâcher prise sur une émotion, qu'on est envahi par une émotion, on peut venir ici le masser. Ce point-là, il peut être utilisé par tout type de personnes, sauf par les femmes enceintes. Je ne sais plus exactement ce que ça induit chez la femme enceinte, mais en tout cas pour la femme enceinte, c'est vraiment contre-indiqué. Mais ces points-là, point karaté, point sous-claviculaire, avec tout le creux de la main pour bien arriver à stimuler le méridien, juste ici, et le point GI4 qui est sur la main, comme ça, ici. Ce sont des points qui peuvent venir de suite apaiser, et même vous, quand vous êtes en visite chez vos patients, que vous sentez qu'il y a un trop plein d'émotions, voilà, juste le fait de se tapoter, juste ici, ça peut venir déjà apaiser très très rapidement la personne. Donc dans cette technique-là, ce sont des choses que tu leur fais, mais tu leur apprends aussi à se le faire eux-mêmes dans des situations. Oui, tout à fait. Donc moi, dans mes prises en charge de coaching, mon but, c'est vraiment que la personne elle soit autonome avec tous ces outils-là, en tout cas avec la majeure partie des outils que je peux proposer. Donc effectivement, ils ont les circuits, parce qu'il n'y a pas qu'ici, il y a vraiment sur le visage aussi, sous les bras, il y a vraiment plusieurs parties, sur les doigts aussi, on a beaucoup de récepteurs, en tout cas de méridiens principaux qui passent. Le but, c'est qu'après, eux, ils puissent faire ces circuits-là en routine énergétique et en routine de bien-être au quotidien pour continuer à entretenir tout ça, en fait. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'énergétique? On est tous en train de se tapoter, là. C'est exactement ça. Mais celui-ci, là, vraiment, que ça soit, je pense aux mamans qui ont des enfants ou peu importe, en fait, dans votre environnement, le besoin que vous avez, le point que vous avez en sous-claviculaire, ici, là, il est super efficace. Vraiment, ici, ça permet vraiment de relâcher, de faire descendre d'un cran la cocotte minute quand on a une émotion qui nous submerge. Je confirme, ça marche. C'est super. Du coup, c'est bon pour vous? Oui. Yes. 15 minutes, Laura. Yes. Donc là, on aborde le dernier point de la psychologie, la spiritualité, même si voilà, tout ce dont je vous ai déjà parlé est complètement relié. Dans la médecine holistique, tout est complètement relié finalement. Il n'y a pas de catégorie bien définie, la psychologie aussi. Et donc là, vous faire juste
un focus sur les thérapies brèves, donc moi j'utilise, qui est aussi ma technique aussi, je pense à la PNL et à l'hypnose. Ce sont des techniques qui permettent vraiment, à l'instar des psychanalyses ou des psychothérapies, que je ne vous ai pas abordées là et que vous pouvez aussi conseiller à vos patients, hein. Il y a des patients qui seront ouverts à faire une psychanalyse ou une psychothérapie, mais ce sont des techniques qui prennent du temps. Une psychanalyse ou une psychothérapie, on en a pour des années en fait de suivi, et elle apporte des solutions plus ou moins concrètes en fait sur ce que la personne elle vit au quotidien. Et pour un patient parkinsonien, ce qu'on veut, en tout cas moi ce que je souhaite apporter, c'est des solutions qui peuvent, enfin des solutions et des compréhensions en fait directes par rapport à ce qu'ils vivent. Donc dans les thérapies brèves, on va vraiment rechercher la solution et les changements adaptés dans le quotidien, dans le changement de comportement, d'attitude, de gestion des émotions, qui peut être couplé à la sophrologie. Donc la sophrologie qui va être des techniques de gestion du stress et des émotions par le souffle, mais pas que. Il y a aussi plein voilà, d'exercices de sophrologie. C'est une technique qui est géniale à mettre en place. Et là, dans l'autonomisation du patient et dans une démarche de routine bien-être aussi, ça va être très intéressant pour se détendre mentalement, musculairement, améliorer la respiration, parce que la respiration, c'est vraiment la base de tout. Là, aujourd'hui, dans nos patients Parkinson chez qui on a installé des soins de support, c'est la sophrologie aujourd'hui qui est la plus plébiscitée, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. La sophrologie, elle agit vraiment sur plein de plans différents et elle permet vraiment d'écouter son corps, de se reconnecter à ce souffle-là. C'est vraiment très, très efficace en complément d'un accompagnement en fait en thérapie à côté si on a envie vraiment d'aller trouver les causes psychologiques. La sophrologie, c'est très, très efficace. Et donc, tout à l'heure, on parlait de décodage biologique des maladies. Moi, je voulais faire un petit focus là-dessus. Et c'est une technique qui n'est pas très, très connue, mais qui tend vraiment, en tout cas, chez certains médecins, commence à vraiment s'y intéresser et qui part du principe que le dysfonctionnement, ou en tout cas la pathologie de la personne, trouve une origine dans un biochoc. Donc, c'est vraiment remonter, dérouler le fil, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce qui a déclenché la pathologie. Et certaines fois, dans ces techniques-là, alors je ne dis pas que c'est miraculeux, mais le fait que la personne prenne conscience par un accompagnement verbal aussi, de techniques verbales, prenne conscience de l'origine de sa maladie, ça peut parfois libérer des choses et enlever certains symptômes qui sont juste énormes. C'est arrivé pour certaines personnes, parfois ils continuent quand même à les apporter, mais déjà le fait de prendre conscience de l'origine, parce que notre mental, il a cette grande capacité à nous mettre un nombre incalculable de filtres devant les yeux et on avance comme ça dans la vie sans voir réellement et en se cachant à soi-même aussi ces causes-là. Là, avec le décodage biologique, on va vraiment venir se confronter à ce qui réellement a provoqué ce déséquilibre-là. Donc, c'est très, très intéressant comme approche. Ce que je peux vous conseiller en type de lecture, donc le père un peu du décodage biologique des maladies, c'est alors, je ne sais pas s'il est médecin, je ne crois pas, je crois qu'il est thérapeute aussi PNL, il est maître praticien PNL. C'est Christian Flech qui a écrit le livre des décodages biologiques des maladies. Et donc, cette technique-là, elle est vraiment basée sous l'angle de la psychosomatique aussi, de l'impact de la psychologie sur le corps, du psychisme sur le corps. Donc, dans cette technique-là, il y a le décodage biologique des maladies. Il y a aussi le livre de Christian Odoul qui peut vous aider. Le livre de Christian Odoul, c'est « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Où là, justement, sur des pathologies comme des pathologies dégénératives, on peut aller trouver des significations parfois. Si les personnes ont envie de comprendre en fait ce qui les ont menés à, vous pouvez déjà les diriger vers ces lectures-là qui pourront leur apporter peut-être un éclairage. Je vous confirme, je partage juste une expérience perso, puisque j'ai eu l'occasion de subir, pas subir, mais de profiter d'un décodage biologique dans une période où ça allait pas forcément très très bien. Et j'ai une amie qui est micro-kiné, qui fait de la micro-kiné et qui m'a fait du coup un décodage.
et c'était bluffant, elle a réussi même à dater un certain nombre d'événements depuis ma naissance, de dater il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Bon, moi, c'était il y a un peu plus longtemps, ma naissance, mais de pouvoir me dater exactement les chocs émotionnels que j'avais pu euh, avoir dans ma vie, des chocs de la vie, voilà, des histoires qui avaient pu arriver, et de pouvoir aller vider un peu ces boîtes émotionnelles de mon corps. En fait, il y a cette idée qu'on emmagasine plein de chocs émotionnels et qu'au bout d'un moment, ben, notre corps ne peut pas tout emmagasiner. Et à un moment, il va se vider, mais sur notre physique, en fait. Et c'était bluffant. Je l'ai fait faire à mes enfants, ça a marché aussi. Voilà, pour l'estime de soi, la confiance en soi. Et vraiment, je vous recommande d'aller un peu plus loin là-dessus. C'est pas, ça guérit pas de tout, mais ça permet de soulager un certain nombre de chocs qu'on a emmagasinés en soi, en tout cas. Exactement, ça permet vraiment de faire tomber des arbres en fait sur une forêt qui se serait montée au fur et à mesure du temps et dans lequel on pourrait se perdre. Et ça permet vraiment de faire tomber les arbres petit à petit comme ça et d'arriver vraiment à l'origine et à la libération, en tout cas profonde. Et ça peut être effectivement très très bluffant. Tout à fait. Et je ne pouvais pas vous parler de psychologie et de bien-être sans vous parler de méditation. Je sais en plus que chez Asia, il y a certaines personnes dans vos équipes qui sont formées à la méditation. Alors, je pense que ça doit être la méditation de pleine conscience. Donc, la méditation qui est en plein essor en ce moment aussi et qui a vraiment un réel bénéfice sur l'apaisement du mental, sur la gestion du stress, des émotions et qui permet au fur et à mesure de sa pratique. Donc, il y a plusieurs sortes de types de méditation que vous pouvez conseiller à vos patients. Donc, la méditation de pleine conscience qu'on va retrouver dans des applications comme Petit Bambou, par exemple. Il y a un nombre incalculable de méditations guidées sur YouTube, par exemple, en méditation guidée, qui peuvent être plus ou moins hypnotiques aussi, qui peuvent être dirigées sur plein de thématiques différentes et qui permettent vraiment de se mettre à distance de ses pensées. Donc, c'est vraiment ça le but de la méditation, c'est vraiment d'apaiser son mental et de pouvoir observer ses pensées. Donc, pour le patient parkinsonien en particulier, de pouvoir justement se distancier des choses qu'il pourra anticiper par rapport à ses crises, par rapport aux crises qu'il peut avoir, par rapport aussi à l'image de soi, au fait, à son estime de soi, par rapport au fait de venir assainir le dialogue intérieur et pouvoir s'apporter aussi, se reconnecter au moment présent et être vraiment calé sur le moment présent. Donc, il y a de la méditation qui peut être inclus dans le quotidien de la personne de manière très très facile et là qui est complètement gratuite puisque notre souffle, on l'a de manière gratuite tous les jours à disposition pour pouvoir pratiquer ça. Donc il y a la méditation et je ne l'ai pas noté, il y a la cohérence cardiaque qui peut être très très intéressant à la fois pour vous et à la fois pour vos patients à mettre en place tous les jours. La cohérence cardiaque, donc c'est une technique de respiration qui se pratique pendant 5 minutes. Donc, c'est vraiment juste 5 minutes. C'est pour ça que c'est vraiment facile à le mettre en place dans un quotidien qui peut se pratiquer n'importe où grâce à une application. Il y a des applications qui guident en fait le mouvement respiratoire à se synchroniser au battement cardiaque. Et il y a de nombreuses études qui sont sorties sur l'impact et l'effet de la gestion, sur la gestion du stress en tout cas. Il y a une réelle diminution d'au moins 40% du taux de stress, en tout cas du dosage du cortisol, l'hormone du stress, sur les gens qui ont pratiqué tous les jours au moins 5 minutes de cohérence cardiaque par jour pendant au moins un mois. Et la cohérence cardiaque, elle est vraiment à conseiller, allez-y quoi, et même tester pour vous. Donc la cohérence cardiaque, elle est basée sur le fait d'inspirer et d'expirer, donc d'avoir un cycle respiratoire, donc d'avoir 6 cycles respiratoires à la minute. Donc on va vraiment être amené à étirer son souffle de manière à ce qu'on vienne synchroniser la fréquence respiratoire à nos battements cardiaques. Et c'est il n'y a pas, comme dans la méditation, peut-être toute cette dimension spirituelle
S'il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu pas trop touchées par ou qui ont vraiment peur, voilà, la méditation, il y a cette dimension spiritualité, tout ça. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place très très rapidement et très facilement dans un quotidien. Pour moi, ça devrait être quasiment systématique, on va dire, comme se brosser les dents tous les jours et les techniques de méditation aussi, de pleine conscience, donc pleine conscience qui permet de se recaler sur l'instant présent et d'être en conscience en fait de tout ce qui nous entoure et de ce qu'on est et d'être à ce qu'on est. Donc, on n'a pas besoin forcément aussi pour pratiquer la méditation de pleine conscience d'être assis en lotus comme un Bouddha. Hein. C'est pas du tout ça. Il peut y avoir de la méditation de conscience en mouvement, en marche, justement pour les patients parkinsoniens au niveau de la marche, d'être vraiment dans ce qu'ils sont en train de faire. Dans toutes les activités de la vie quotidienne, on peut être dans la pleine conscience et ça apporter vraiment un apaisement du mental et vraiment venir changer des systèmes neuronaux, arriver avec la plasticité cérébrale à vraiment changer beaucoup de choses. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce dernier point-là. Non, je pense que c'était très clair et très complet, Laura, en tout cas. Super. Il nous reste 5 minutes, du coup, oui. Voilà. Donc voilà, je vais vous parler rapidement un petit peu déjà de ce que vous avez vous-même à disposition. Hein. David en a parlé tout à l'heure, vous avez le programme de soins et support ASDIA qui permet à vos patients de pouvoir avoir accès à des soins de support en étant remboursés de manière partielle. Chose qui est vraiment notable parce que moi, c'est la première fois que je vois ça. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir s'investir et de pouvoir donner l'opportunité à vos patients d'avoir accès à ça. Vous avez à leurs aidants. Et à leurs aidants aussi. Tout à fait. Et à leurs aidants. Et vous avez votre échelle de well-being, donc que j'ai mis juste ici pour rappel. Et qui va je pense que ça, c'est quelque chose qui est pratiqué en pré-visite, non, David? Pas par tout le monde, et c'est pour ça que je voulais que tu la représentes, c'est que c'est un outil qu'on peut mettre à disposition des équipes, qui n'est pas un outil ASDIA, hein, qui permet justement de faire une évaluation à 360 degrés du patient. Je te laisse peut-être, mais en tout cas, on peut vous la mettre à disposition. Donc oui, ça c'est un super outil déjà je pense en prévisite, hein, qui va permettre d'avoir une vision globale hein, des problématiques de votre patient et qui va vous permettre vraiment d'affiner en fait dans la compréhension de ce que vit votre patient, là où vous allez pouvoir apporter des conseils, là où vous allez pouvoir insister, ce vers quoi vous allez pouvoir le diriger dans son devenir de mise sous pompe, enfin en tout cas de future mise sous pompe, et ensuite une fois que la pompe est mise, de venir vous réévaluer et en tout cas vous baser sur ces choses-là pour cerner encore mieux votre patient. Hein. C'est vraiment, et là pour moi ça reprend à peu près, pas tout, mais vraiment beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes de venir évaluer après dans le temps, dans vos suivis aussi, quoi. Oui, je crois que c'est une évaluation à peu près tous les 6 mois qui est recommandée, parce que l'échelle ne bouge pas en un mois, hein, mais oui, l'idée c'est de la faire avant pour faire un tableau complet et un point de départ, et puis de réévaluer 6 mois plus tard, et puis du coup de peut-être pointer quelques points, quelques troubles qu'on peut venir justement soigner peut-être avec des soins de support complémentaires. Complètement. Ah ouais, non, ça c'est vraiment quelque chose que vous avez à disposition, qu'en tout cas vous pourrez retrouver. Et, Où c'est qu'on peut la trouver à imprimer? Moi, je l'ai, je vais vous la diffuser après, c'est prévu, avec la Super. présentation de Laura. Et donc l'idée, c'était peut-être de créer des annuaires de thérapeutes. Alors, à la demande de David, je pense que je vais vous diriger peut-être sur un prochain mail après l'intervention sur peut-être un nombre de sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des annuaires de thérapeutes et des indications, en tout cas, sur les thérapeutes qui peuvent vous aider. Alors, il y avait quelques questions comme ça, même on n'a plus trop de temps, mais de manière générale, qu'est-ce que vous pouvez déjà apporter à votre niveau? Donc ça, je vous en ai parlé, et il y aura peut-être dans l'idée de se créer une fiche justement sur
voilà, plusieurs techniques différentes déjà de ce que vous pouvez apporter à votre patient. Déjà, j'ai envie de vous dire, par votre écoute et par votre présence, vous pouvez apporter beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'avant tout, ces personnes-là ont besoin de compréhension et c'est ce que vous faites déjà dans votre quotidien avec ce que vous êtes. Donc, continuer dans ce sens-là, c'est déjà énorme. Du temps et de l'écoute, du temps et de l'écoute. Hein. On prend du temps, on prend du temps. Prenez du temps et d'être juste dans l'écoute, c'est un cadeau que vous leur faites. Parfois, certaines personnes qui sont assez isolées. La question de la prise en charge de certains praticiens, donc malheureusement, mais il n'y a pas beaucoup de praticiens, en tout cas, je pense en tout cas aux praticiens en énergétique qui sont pris en charge. Mais par exemple, tout ce qui est technique de Qigong, yoga, méditation, ou même de manière générale en développement personnel, il y a énormément de contenus gratuits maintenant qui sont mis à disposition sur plein de plateformes différentes, hein, je pense à YouTube ou autres, où les gens, voilà, ils vont peut-être pouvoir trouver voilà, certaines chaînes qui vont les accompagner, certains praticiens en ligne. Donc, il y a aussi ça, hein, ce qui me fait basculer sur la dernière question de que faire pour les personnes qui sont en fort handicap, donc les diriger vers des praticiens aussi qui peuvent consulter en ligne et à distance, ce qui se fait de plus en plus, hein, sur tous les plans, hein, que ce soit en énergétique, pour l'alimentation, la naturopathie, pour la psychologie, la sophrologie, il y a vraiment des choses qui peuvent être adaptées pour ces personnes-là. L'énergétique à distance fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est en fort handicap avec sa maladie qu'elle ne va pas pouvoir bénéficier de ces soins support. Au contraire, il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place et n'hésitez vraiment pas à solliciter les aidants aussi. À solliciter les aidants, à dire bon ben voilà, peut-être que l'aidant va pouvoir avoir une consultation par exemple avec un naturopathe ou un diététicien santé et pouvoir voilà vraiment avoir une amélioration au niveau de l'alimentation, un plan alimentaire qui va être adapté via les dents. C'est des choses qui peuvent être vraiment mises en place facilement. Donc là, une dernière slide pour vous parler un peu du programme de coaching holistique que je suis en train d'élaborer avec Florence de l'agence de Montpellier. Donc, on s'est dit que moi, je pouvais, avec les connaissances aussi que j'ai sur la pathologie, créer un programme de coaching holistique, puisque j'ai déjà, moi, certains, en tout cas, de ces outils à ma disposition. Donc, ça va être un programme qui va pouvoir être proposé en présentiel et aussi en distance sur 6 mois et qui va me permettre de proposer tous ces outils où je vais vraiment aborder avec eux la gestion du stress, des émotions, en particulier de la douleur aussi, pour une amélioration de l'estime de soi, de l'image de soi. On va vraiment se parler des problématiques récurrentes des patients parkinsoniens, hein, de l'identité, de l'image de soi, de l'identité dans la pathologie. Et donc, on est en train de développer ça sur Montpellier déjà, et ce qui va nous permettre d'avoir vraiment un visuel entre un avant et un après, hein, sur un programme de coaching. C'est vraiment de la recherche de résultats, de pouvoir mesurer en fait ce que tous ces soins supportent et cette vision holistique intégrée à une mise sous pompe et à un parcours classique d'un patient parkinsonien peut le faire évoluer et peut lui apporter sur une période de 6 mois à 1 an. Donc voilà, 33, presque pile à la demi, David. Donc, je suis vraiment à votre disposition. Si vous avez besoin, je vous ai mis mes coordonnées là. Si vous avez des questions, que ce soit pour vous, pour vos patients, justement, des situations dans lesquelles vous auriez besoin de conseils, je suis vraiment à votre disposition. Et si là, vous avez encore quelques questions à me poser, allez-y. On a encore quelques minutes, je pense. Je vais me déconnecter pour que je puisse vous voir. Tac. Oui, bah, je pense que pour ceux qui sont devant leur PC, c'est le temps de mettre vos caméras, juste histoire de montrer vos visages à Laura. Ça peut être cool. Tac. Voilà. Merci en tout cas, Laura, pour toute... voilà. Ça coupe, ouais. Ouais, tu m'entends. Oui. Donc voilà, voilà un petit peu toute l'équipe qui était présente.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Dans tous les cas, vous avez les coordonnées de Laura. Parce qu'avec Laura, c'est pas juste, vous l'avez compris, c'est pas juste un one-shot aujourd'hui, puis après on ne se connaît plus. Il y a un vrai projet qui est en train de se mener à la fois sur Montpellier et puis qu'on va poursuivre avec vous également à distance. L'idée, c'est qu'elle puisse être aussi un conseil, puisse pouvoir vous guider. Quelquefois, vous pourriez être intéressé par une thérapeutique pour vos patients, mais vous posez la question de savoir si c'est la bonne thérapie pour la situation du patient. Je pense que Laura, tu seras open pour en discuter avec nos équipes. Tout à fait, tout à fait. N'hésitez surtout pas. Et je ne sais pas si déjà, là, de manière globale, il y a des choses que vous connaissiez, il y a des choses que vous avez découvertes, il y a des choses voilà, qui vont pouvoir déjà vous apporter dans vos futures visites. Oui, moi de mon côté, ouais, il y avait des choses déjà que je connaissais, d'autres un petit peu moins, mais du coup, c'est une ouverture d'esprit, ouais, pour pouvoir expliquer à nos patients. Et nous aussi, un peu aller rechercher des professionnels. Alors, je pense que peut-être que dans ce cas-là, on peut peut-être aussi faire un petit état des lieux sur nos secteurs un peu et revenir vers toi après pour te demander conseil, peut-être éventuellement sur des. Voilà, si c'est des profils qui te paraissent fiables ou des choses comme ça. Exactement. L'idée, c'est vraiment que vous, en local, vous alliez à la recherche et d'aller réseauter avec des professionnels qui vont être en support et que vous allez connaître au fur et à mesure et avec lesquels vous allez pouvoir développer des partenariats qui vont vraiment aller dans le sens du patient. Hein. C'est vraiment Justement, ça. juste par rapport au réseau, alors il n'y a pas de réseau dédié sur toutes les thérapeutiques, mais par exemple, on parlait de la sophrologie, et tu le disais, s'il y a bien quelque chose qui est enfin, voilà, euh, top et reconnu pour les patients parkinsoniens, c'est la sophrologie. Il y a des sophrologues formés à la maladie de Parkinson, il y a un réseau français de sophrologues. Je vous enverrai le lien qui vous permettra de trouver à proximité de vos agences des sophrologues qui ont le label, qui ont été formés, notamment par le CHU de Rennes, partout en France, et par une sophrologue qu'on connaît bien qui s'appelle Christelle Nemagé, qui travaille au CHU de Rennes et qui est formatrice pour d'autres sophrologues. Donc on a un réseau au moins pour cela. Voilà. Mais je vous remercie de votre écoute. Merci Laura, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Voilà, Laura. c'est comme ça qu'on fait. Voilà, tac. Namasté. Namasté. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci, David. Merci Laura, à bientôt. Hein. À Tous les bientôt. cas, au revoir. Bonne journée, oui. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.